il y a un horaire assez bien chargé sur le niveau du contenu de cette formation. Il y aura entre autres points, les points sur des planifications de production, des points assez importants. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'intérêt en discipline. Donc il y aura encore discussion en groupe des plénières sur ces sujets-là. On a aussi cet après-midi un autre intervenant qui va succéder à Jean-Martin pour une présentation du site, donc une collaboration parmi nous aujourd'hui. Donc, au niveau du déroulement de la journée, ça va se passer exactement de la même façon que hier au niveau des pauses avant-midi, après-midi et la pause du midi. Donc, vous aurez encore le lunch qui est fourni midi avec des boissons. On vous demande aussi d'identifier vos tasses avec les petits rubans qu'on a mis sur la table de manière à garder votre tasse toute la journée et ne pas avoir 150 tasses à laver à la fin de la journée. Voilà, et puis là-dessus, on vous souhaite une très très bonne journée en compagnie de nos intervenants. Bon, salut tout le monde, ça va? Bonjour. Vous avez eu une belle soirée de bon matin? Moi aussi. Ouais, comme Ron raconte, j'ai plein de choses à présenter encore aujourd'hui. Toujours la même chose, j'espère que dans ce que moi je présente, il y a des choses qui vont vous servir à vous, solider de la patente. Et on va procéder comme hier, donc je défile avec mes choses, j'essaie de montrer visuellement le plus de trucs possible. Si vous avez des questions, allez-y au fur et à mesure, je vais répondre, puis on avance comme ça. Fait qu'on va regarder ensemble comment est-ce que nous, on part des semis à la ferme, pourquoi c'est important, pourquoi je juge que ça vaut la peine de les faire soi-même. On va regarder la planification culturelle ensemble. Cet après-midi, on aura du temps pour regarder la phytoprotection, la lutte contre les ravageurs, comment on s'y prend. C'est sûr que c'est plus nos ravageurs à nous, mais en même temps, les techniques, ils peuvent se transposer, je suis sûr. Le prolongement de la saison aussi, ça c'est assez clé. Puis s'il nous reste du temps pour regarder aussi des photos de comment on fait les marchés chez nous, ça peut vous donner des idées pour les faire ici. Nos paniers, comment est-ce qu'on les monte, comment est-ce qu'on procède, ça peut vous donner des idées ici. On avait parlé du BRF, j'ai fait des expériences avec ça depuis 2 ans, on peut en parler. J'ai des outils je suis en train de travailler sur des outils qui sont super intéressants, on aura peut-être le temps de voir ça. Fait que c'est chargé, puis je veux qu'on ait du temps pour faire une plénière comme hier, parce que je juge que c'est un moment important où ce que vous pouvez entre vous discuter de ce que vous avez vu. Alors voilà. Ça va? Fait oui, question. Juste une petite remarque, c'est parce que tu parles de... Si on a le temps de parler des paniers, etc., hier on a parlé quand même de beaucoup de choses qui sont déjà dans le livre. Ouais. Et les paniers, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans le livre. Et t'aimerais plus parler de ça? En tout cas, tant qu'à être là, autant mettre un maximum d'énergie dans ce qui n'est pas dans le livre. OK. Sauf que, oui, mais je suis pas mal sûr qu'on va avoir le temps de passer tout ça. Sauf qu'en même temps, pour moi, il y a des choses que les gens lisent, mais qu'il n'y a pas d'image. Donc, je comprends que pour eux, ça peut rester abstrait. Mais on va avoir le temps d'y aller. Je suis assez convaincu. Puis au pire, on va étirer la chose. Au pire, à 4h30, on prendra la bière, puis on regardera des photos. Ça me dérangerait pas du tout. OK, fait transplanter quand c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on est en modèle intensif et on veut optimiser l'espace de production, l'idée de faire ces semis, de transplanter, fait beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que la plupart des chemins, nous autres, c'est comme chez nous, hein, on a eu quand même un printemps froid, donc tout ce qu'on peut partir à l'intérieur de la pépinière, puis transplanter plus tard, à la fin du printemps, ben, ça nous permet de gagner beaucoup de temps sur le temps froid, mais aussi parce qu'on veut faire des successions. Puis les successions, ben, on gagne beaucoup de temps quand on peut partir la production à l'intérieur. L'exemple, j'ai une planche de radis, et puis là, la planche de radis, au mois de juin, est vidée. Vider la planche, ça va, vous me comprenez? Tout de suite, je veux la remplacer par des épinards. Ben là, mes épinards, je les ai partis en pépinière 3 semaines avant.
Et donc, les épinards qui viennent prendre la succession des radis ont déjà 3 semaines d'avance. Donc, je viens de gagner 3 semaines dans ma saison, si vous me suivez. Donc, pour que ça fonctionne, ça, j'ai besoin de savoir exactement quand est-ce que mes radis vont être terminés pour être capable d'avoir planifié ma production, d'avoir parti mes épinards 3 semaines avant pour venir les remplacer au bon moment. Donc, quand on part avec l'idée qu'on veut transplanter tout ce qu'on peut, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tous les légumes là, qui s'y prêtent bien, on va les transplanter. Même les épinards, même les betteraves, nous, on va les transplanter. Pour la raison que je viens de vous donner. Ça nous permet aussi de gagner du temps sur les mauvaises herbes. Les adventistes que vous dites ici. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise vraiment pas chez nous. Et aussi parce que ça me permet d'avoir assurément des espacements optimaux. Donc, un peu pour toutes ces raisons-là, sur notre ferme, nous autres, on favorise cette technique-là, même si c'est plus de temps, parce qu'on peut travailler en amont tout le temps. Pour arriver à gérer la complexité des successions, puis une bonne planification des semis dans l'évolution du temps, on utilise un calendrier de production. On va regarder ça après. Mais essentiellement, le calendrier, ce qui nous permet, c'est de savoir exactement quoi planter à quel moment pour pouvoir faire les successions. Puis ça, j'attribue une grande partie de la réussite de notre projet de ferme à ça. Donc, il y a un gros de notre travail qui se fait à l'intérieur de la pépinière à partir des plateaux en multicellules. Là, je comprends qu'ici en France, puis on dirait peut-être en Belgique, les gens travaillent plus avec des mottes, des mini-mottes. Au Québec, puis au Canada, c'est moins connu, c'est moins développé. Pas mal tous les maraîchers que je connais travaillent avec ce genre de plateau-là. Moi, j'ai essayé les deux, mais j'avais pas des motteuses électriques. J'avais des mottes, presse-mottes comme ça, là, qui en fait 6 ou 7 ou 8 à la fois. C'était vraiment ultra inefficace, je trouvais, comparé à juste remplir un plateau comme ça. Ça va vite. Donc, encore là, c'est du plastique. Il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, du plastique », mais ça peut durer plusieurs années, ces plateaux-là. Quant à moi, c'est quand même une solution qui est la limite écologique. Donc, on passe beaucoup de temps à planifier la pépinière, puis après ça, on travaille. L'idée chez nous, c'est de faire des beaux plans, les plus beaux possibles, mais on ne veut pas non plus être hyper spécialisé là-dedans, parce que dans le fond, la pépinière, pour nous, c'est fin février, mars, avril, mai, puis après ça, on n'a plus beaucoup de plans à partir. Fait que dans le fond, c'est 3 mois. Ça ne vaut pas la peine d'investir pour avoir une serre ultra sophistiquée avec tous les contrôles qu'on peut avoir. On voulait quelque chose de simple, de basse technologie, puis d'adaptatif. Alors, c'est ça qu'on fait. Puis pour revenir au plateau multicellules, si vous décidez de travailler avec ça, bien, il y a un élément important, c'est que chaque légume a son propre plateau multicellule, qui est 72 ou 128. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont toutes la même longueur et la même largeur, donc ça, c'est standardisé. Puis, dépendamment du nombre de cellules qu'il y a, 72, 128 ou même 200, la cellule va être plus ou moins grosse. Ça va? C'est clair? Donc, pour chaque légume a son propre multicellule et surtout le nombre de jours qu'il doit passer en multicellule. Puis ça, c'est très, très important de respecter ça. Parce que quand que tu vas tirer la motte pour la transplanter, si elle est restée moins longtemps que le nombre de jours auquel elle doit, bien, la motte elle va tendance à vouloir se défaire, donc le légume va être à racine nue, il va être plus fragile, il va avoir un choc à la transplantation, puis il ne pourra pas continuer sa croissance. Si on dépasse trop le nombre de jours qu'il doit passer dans sa cellule, le légume va se mettre à carencer ou faire des racines qui vont devenir trop intenses. Fait, ça, c'est un élément que d'autres, on n'a rien inventé, on respecte ça, puis ça nous donne des beaux plans en échange. Et vous ne parlez pas de, excusez-moi, de la profondeur des multicellules. Vous avez cherché des fournisseurs avec le nombre de cellules par planche, mais il y a des profondeurs différentes. Bien, c'est drôle que tu me poses la question parce que nous, c'est quand même assez standardisé. Fait que quand je cherche un 72, ils vont pas mal toujours ressembler à la même chose. Là, c'est peut-être qu'ici, il y a une différence, mais en même temps, si on parle des mêmes plateaux multicellules, puis en théorie, ça devrait être la même chose,
Un 72, ça devrait être pas mal ça. En fait, c'est surtout le volume qui compte. Enfin, comme repère, parce que ici, il y a quand même beaucoup de plaques avec des formats autres. Il y a des formats, il y a plein de formats. Oui, ben moi je travaille avec des formats plus grands, par exemple. Mais alors j'ai regardé le volume, et je pense que 72, c'est 30 cm3. C'est une donnée super importante parce que c'est comme ça qu'on fait la conversion. Le nombre de jours est déterminé par la grosseur de la cellule pour chaque légume. Et en même temps, ici, si jamais ce que nous on a chez nous, ça ne s'applique pas, cette information-là, elle se trouve. C'est très très facile de savoir un brocoli dans quel alvéole il faut mettre pendant combien de jours. Ça devrait être une information, c'est très très facile à trouver. Parce que c'est pas quelque chose qu'on invente. Ce qui est intéressant, ce qui est dommage, si jamais c'est pas les mêmes choses chez vous, c'est que nous, dans le jardinier maraîcher, on vous a donné un tableau qui nous sert beaucoup à nous. C'est qu'on a calculé le nombre de plateaux qu'on a besoin par planche. Parce que toutes nos planches ont 30 mètres. On sait par exemple que si on veut faire une planche de brocoli, on a besoin de partir 3 plateaux de multicellules 72. Fait que là, on n'a pas besoin de recalculer ces choses-là à chaque année. On a une grille, puis ça facilite quand même beaucoup la chose. Okay? Donc, la pépinière, pour nous, c'est également la serre de tomates. Parce que je vous ai dit hier, nous, un de nos objectifs de production, c'est d'arriver le plus tôt possible avec des tomates. Donc, quand on a acheté la nouvelle serre, ben, on s'est quand même équipé avec une bonne chaudière. Puis, on a voulu combiner les deux, pouvoir faire la pépinière au même endroit que les tomates, parce que comme je vous ai dit, on trouvait que ça ne valait pas la peine juste pour 3 mois d'investir pour s'acheter une petite pépinière avec sa chaudière à elle, puis tous ses systèmes à elle qui ne serviraient pas tout le reste de l'année. Donc, je jugeais que c'était plus économe, plus intelligent de combiner les deux pour avoir juste une chaudière et pouvoir rentabiliser l'espace de production au plus possible. Fait qu'on part nos semis à l'intérieur de la maison. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment basse technologie. À la limite, j'ai presque honte de montrer comment est-ce qu'on fait nos affaires au début. Ça, c'est les plants de tomates greffées. Donc ça a lieu au début mi-février. Puis on part les plants à l'intérieur de la maison, près de la cuisine. Comme ça, on peut régulièrement aller arroser. Puis on part ça avec des néons. Vous avez tout ça ici, des néons? Oui. Fait qu'il y a deux types de néons, hein, les néons salle de bain. En anglais, c'est warm white, cool white. Ça donne un spectre complet. Encore là, ça, c'est la façon pas chère et économe de fonctionner. Donc, ça peut être beaucoup plus sophistiqué que ça. Et je mets la photo là pour dire que ça n'a pas besoin de light non plus. L'important, c'est que le néon puisse commencer à une certaine hauteur, puis on puisse le monter au fur et à mesure que les plants avancent. Fait que là, on commence, mettons, les tomates comme ça dans la maison. Puis rapidement, on transpose ça dans une première partie de la serre. Et là, on coupe la serre on fait juste le premier cinquième, on met un polythène pour couper les deux, puis on va chauffer juste l'intérieur de la serre. Puis sur la photo, ce que j'ai voulu montrer, c'est les équipements, grosso modo, qu'on utilise. Donc, on a une chaudière qui fonctionne au propane. Ça va, propane, gaz naturel, propane. Encore là, c'est rien de révolutionnaire. Puis on a fait le choix de ce carburant-là, principalement parce que le fournisseur de propane, celui qui va réparer la chaudière en cas de bris, est à 15 km. L'autre alternative, mettons, c'était le fuel, le gazole, mais lui, il était à 45 km. Fait que pour moi, ça faisait une différence parce que la chaudière, c'est assuré qu'elle va briser pendant une nuit de gel. C'est sûr. Ça arrive à chaque année ou presque. Fait que dans ce cas-là, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est partir ma fournaise auxiliaire, qui est beaucoup plus petite, qui me permet de chauffer à une température minime pour pas que ça gèle, mais surtout d'appeler mon réparateur de chaudière pour qu'il vienne. Je vais toujours l'appeler à 1h ou 2 du matin, ou 3, puis il faut qu'il arrive assez rapidement. Fait que le fait qu'il habite proche, pour moi, ça me sécurise. Puis Sylvain, c'est son nom, hein, j'ai son numéro, son nom sur mon frigidaire. Quand il vient, là, le lendemain, c'est une bouteille de vin, je le remercie parce que
faut que ça soit efficace, cette affaire-là. Chez nous, au Québec, les températures, des fois, ils descendent à moins 5, moins 10. Dans une serre non chauffée, ça peut prendre 1 heure ou 2 pour que la température descende en bas de 0. Fait que c'est sérieux. Fait que le chauffage, c'est important que ça fonctionne bien. Fait que la fournaise, elle n'a rien de révolutionnaire, la chaudière, mais elle est neuve. Puis je la fais reconditionner aux 2 ans, 2-3 ans, pour m'assurer que quand c'est le temps, elle fonctionne bien. Ça, c'est un réservoir d'eau, parce que nous, on prend l'eau d'un puits. Donc, l'eau d'un puits, elle est froide, puis on veut pouvoir arroser avec de l'eau tempérée. Donc, l'eau, elle va se diriger ici, puis là, il y a une flotte, comme dans une toilette. Donc, ça, c'est toujours plein d'eau. C'est peinturé en noir, donc la chaleur du soleil réchauffe l'eau, donc on arrose avec de l'eau qui est tempérée. Essentiellement, là, nos systèmes, c'est pas mal ça. Les ouvertures de côté, la serre se font manuellement pour la ventilation. Donc, on voit ici le réservoir. La pompe, c'est une pompe à piscine avec un réservoir d'expansion. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça me permet d'arroser en continu. Puis la pompe, elle peut arrêter à tout moment. Donc, je n'ai pas besoin d'ouvrir la pompe, fermer la pompe. Je peux juste ouvrir la valve, ça l'arrose. Puis le réservoir d'expansion, lui, s'assure de gérer l'ouverture et la fermeture de la pompe. Ça, c'est la génératrice auxiliaire, pas le choix. Parce que si je manque d'électricité, ce qui arrive souvent, faut que les chaudières puissent fonctionner. Donc, la mienne, elle se met sur le DCS, donc le motoculteur. Un des avantages de ça, c'est que j'ai juste un moteur à entretenir. Le problème avec les génératrices, c'est souvent que faut que tu la perdes 2-3 fois dans la saison parce que sinon le moteur, je sais pas quoi, il s'encrasse ou etc. Puis ça arrive souvent quand c'est pas entretenu, une génératrice, ça fonctionne pas quand c'est le temps que ça marche. Fait que, vu que moi, elle est appelée sur le motoculteur, c'est un problème que c'est sûr que j'ai pas. Le motoculteur, il tourne à la... Et quand tu as besoin du motoculteur et du générateur? Non, mais ça prend 5 secondes, là, déconnecter puis reconnecter avec un autre outil. Fait que, pas très compliqué. Oui? Moi, je veux savoir un peu comment tu fais ton mélange pour... Ouais, j'ai arrêté. Oui? La serre chauffée, est-ce que c'est une serre à double paroi ou bien simple paroi? C'est sûr que c'est à double paroi. Avec une soufflerie entre les deux plastiques, parce que ça me donne un R4, un R5 d'unité de conservation de chaleur. C'est important, ça fait une grosse différence. Aussi, nous, on a de la neige, donc le fait d'avoir 2 plastiques avec une soufflerie entre les deux, ça rajoute de la rigidité à la structure. Donc la neige, elle a tendance à pouvoir plus se glisser facilement. Une des choses qu'on a appris avec l'expérience, c'est de chauffer à des températures optimales. Donc, nous autres, on règle le thermostat à 18 degrés la nuit. Puis, même quand il fait moins 5, moins 10, on chauffe à cette température-là. Pendant plusieurs années, on était premièrement un peu mal à l'aise de chauffer. Puis là, à un moment donné, on est passé par-dessus ce blocage-là. Parce que là, on pensait qu'on utilisait des ressources non renouvelables dans une optique de non-durabilité. Là, finalement, les idées là-dessus ont évolué. Là, je ne pense plus ça. Fait que là, on chauffe. Puis là, au début, on se disait, ouais, mais là, il va faire moins 5, moins 10. Fait que là, ça veut dire que la fournaise, là, la chaudière, elle tourne en continu. Fait que là, notre réflexe était de baisser le thermostat, chauffer à 14, ça coûte moins cher. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que si tu fais ça, tu ralentis la croissance de tes plantes. Donc, tu risques d'arriver moins rapidement au marché avec tes produits. Donc, tu risques de moins rapidement générer des revenus. Puis, en bout de ligne, tu ne fais pas d'économie. Ça a été calculé par plein de gens des services dans mon entourage. Fait que là, on règle ça à 18. Puis, ce que nous, on veut, c'est d'avoir une croissance optimale pour les plantes, du début à la fin. Ça, c'est important parce que si vous avez une chose à retenir de mon exposé sur les plants, c'est que le secret pour partir ces semis puis avoir de la réussite jusqu'à la fin, c'est que la croissance soit jamais interrompue. Okay? Faut que le plant de la graine jusqu'à plus tard, il n'y ait jamais de choc, qu'il ne soit pas brusqué, qu'il n'y ait pas de stress pour qu'il continue sa croissance. Quand un plant de tomate particulièrement, il y a quelque chose qui le stresse, puis qui arrête sa croissance, qui bloque,
ça peut reprendre 2-3 semaines avant qu'il redécolle. Fait que l'idée, là, c'est que ça soit vraiment du début à la fin dans des conditions optimales. L'arrosage, il joue pour beaucoup. Donc, il faut apprendre à arroser au bon moment. Donc, et aussi tempérer l'eau qu'on met. Il faut arroser suffisamment pour que les alvéoles, pour que l'eau puisse descendre en profondeur dans les alvéoles. Mais il ne faut pas trop arroser parce que c'est facile d'avoir des maladies fongiques comme la fonte des semis. La fonte des semis, ça arrive quand le terreau reste humide trop longtemps. Malheureusement, c'est aussi problématique quand il n'y a pas de soleil pendant longtemps. Fait que, tu sais, dans un printemps comme vous avez eu ici, là, ça aurait été assez propice à avoir la fonte des semis parce que le terreau, il ne sèche pas. C'est important que le terreau sèche. Donc, nous autres sur la ferme, c'est Maud Hélène qui est en charge des arrosages. Puis, le fait que c'est une personne, pour moi, ça règle le problème parce qu'avant, on était plusieurs à gérer ça, puis ça faisait toujours en sorte qu'on assume que l'autre va peut-être s'en occuper, puis finalement, ça se fait pas. Dans une journée ensoleillée, là, ça peut prendre 3 heures pour détruire des plants qui manquent d'eau. Il ne faut pas négliger cette tâche-là. Maud Hélène prend la peine de mettre, quand on place les semis, tous les plateaux qui ont la même grosseur de cellules, un à côté de l'autre, donc les 72 avec les 72, les 128 avec les 128, les autres plateaux à tomates ensemble, parce qu'ils ont tous besoin d'une quantité d'eau différente. Elle sait aussi que sur le bord, sur les côtés de la serre, ça sèche plus rapidement, donc il va falloir mettre plus d'eau. Près de la chaudière, ça sèche plus rapidement aussi. Fait que plein de petits détails. Puis en fait, ça, c'est à l'observation qu'on détecte ça. C'est de passer beaucoup de temps avec les semis. On vient qu'à voir lesquels qui ont besoin d'eau, lesquels qui ont moins de besoin. Fait que c'est de développer une sensibilité botanique. Ça s'acquiert en le faisant. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment ce secret-là. Fait qu'on voit sur la photo aussi comment on fonctionne. Au début, on va diviser la serre avec un plastique, puis on va chauffer juste le début, puis au fur et à mesure que la saison avance, puis qu'on a de plus en plus de semis à partir, ben, le plastique se déplace. Oui? J'avais une question par rapport au fait du plan en continu. Là. En fait, nous, comme on n'a pas de serre chauffée, on peut faire les plants de tomates par quelqu'un qui a les... Mais forcément, après, nous, quand on va les rechercher, c'est tôt, donc c'est pas... Il faut qu'il y ait une période d'acclimatation entre le plant, on va le voir, entre le plant qui est dans la pépinière, chauffé dans des conditions optimales, pas de vent avec de l'eau à volonté. Quand il s'en va au champ, il faut qu'il y ait une période d'acclimatation. Ça, c'est critique. S'il n'y a pas cette période-là, le plant, vous allez le transplanter, il va carencer immédiatement, il va bloquer sa production, puis là, ça peut prendre 2-3 semaines avant qu'il continue. Je vais vous montrer comment nous, on procède. Fait éventuellement, dans notre évolution du printemps, on vient qu'à avoir assez de production pour, premièrement, transplanter les tomates à l'intérieur de la pépinière. Puis là, on a enlevé le plastique, puis là, on a d'un bord la pépinière, puis l'autre bord les tomates, puis là, on chauffe optimalement pour avoir les deux cultures qui poussent ensemble. Là, vous êtes en quel mois? Là, ça c'est une bonne question. Là. J'aimerais ça te répondre qu'on est, je pense, à la mi-avril. Ouais. À la mi-avril, donc on a déjà des plans comme ça. Notre objectif, comme je vous disais hier, c'est d'avoir des tomates début mi-juin. Et ça va être la production qui va être transplantée au jardin fin mai. Un peu ça, notre date de dernier gel, là, c'est la dernière pleine lune de mai. C'est souvent fin mai, mi-mai ou début juin. Donc, des fois, on triche. Souvent, on va transplanter un peu avant juin. Des années, on a transplanté juste 1er juin. Mais ça, c'est pas l'idéal parce que c'est déjà tard dans la saison. Ça va pour ça. Vous remarquerez qu'on a mis un géotextile comme couvre-sol. Ça, c'est évident parce que si on ne met pas ça, ben, les mauvaises herbes s'installent à la grandeur puis ça devient un paquet de troubles gérer ça. Fait qu'on met... J'ai ta carte de sirop d'érable, non? Salut. Alors voilà, on procède comme ça. Beaucoup de temps est passé à remplir les plateaux multicellules puis à semer. Ça, c'est le gros du travail parce que, mon Dieu, il y en a. Mine de rien, là,
remplir notre 0,8 hectares de légumes, là, ça en fait en tabarouette. Fait que ça, c'est le bureau à mon élève, elle passe beaucoup de temps là. Puis sur la photo, ce que j'ai voulu lister aussi, c'est, là je suis en train d'expliquer à mon élève comment il faut qu'elle émette les plateaux. Parce que idéalement, dans les multicellules, le terreau, il ne faut pas qu'il soit trop compacté. Il faut qu'il reste assez souple. Donc quand on pile les plateaux, idéalement, il ne faut pas les mettre un sur l'autre, il faut les mettre en croisés comme ça. Vu qu'on en fait beaucoup des plateaux, on achète notre terreau. Puis pendant plusieurs années, on le faisait nous-mêmes. Puis éventuellement, j'ai fait le calcul de voir tous les ingrédients que j'avais besoin, combien ça me coûtait. Puis ça me coûtait plus cher de les acheter séparément que d'acheter déjà fabriqués. Encore là, un peu comme le compost hier, par une compagnie qui a tous les gros équipements pour mélanger ça efficacement. Moi, je faisais ça à la main avec un tamis. C'était ridicule. Je me faisais mal au dos à chaque fois. Fait qu'on s'achète 3 grosses totes, des poches comme ça, d'un terreau bio, qui est de bonne qualité. Puis après ça, le travail consiste à simplement remplir les plateaux multicellules comme ça. Quand on travaille avec ça, la façon de les remplir pour avoir la bonne quantité de terre, c'est de les remplir au complet avec un terreau qui est sec jusqu'à rebord. On dit ça ici? Après ça, on prend le plateau, puis là, on le dépose sur la table, comme à cette hauteur-là. Puis là, juste ça, ça donne la petite dépression qu'on a besoin, la petite compaction pour qu'il y ait un endroit où de l'eau peut s'emmagasiner. Fait qu'on a besoin d'avoir juste ça, puis c'est suffisant. Fait que le terreau, évidemment, il a été fabriqué, la recette, elle est pensée en fonction d'un système de multicellules. Si vous travaillez avec des mottes, vous avez besoin d'une recette de terreau pour travailler avec des mottes. Les mini-mottes, là. Et ça, c'est super important. Fait que voilà. Fait que j'élabore pas plus sur ça, mis à part pour dire que de l'acheter fait, c'est une bonne affaire. C'est vraiment une bonne affaire. Après ça, le gros du travail, mis à part remplir les plateaux multicellules, c'est de les semer. Okay? Pendant plusieurs années, on faisait ça à la main, donc un par un. C'est long. Puis là, depuis quelques années, on utilise un semoir à vacuum qui nous sauve beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une boîte qui est vide. Puis il y a un plexiglas qui est troué. Les trous sont faits pour aller au milieu de chacune des multicellules. Et puis, mon élève, par exemple, va mettre ses semences sur la plaque. Elle va brasser tout ça pour que, en québécois, on dit chacun prenne son trou. Et chaque semence se trouve sa place. Elle va partir un aspirateur qui est branché au semoir. Donc, ça va faire une succion. Donc, les semences vont rester accrochées. Et après ça, elle vient simplement le balancer à l'inverse pour venir déposer le truc sur le plateau multicellule. Puis après ça, elle ferme l'aspirateur. Puis là, la semence va tomber au bon endroit. En faisant ça, on est capable de faire un plateau à la fois au lieu qu'à faire un par un. Ça nous sauve beaucoup de temps. Et comment tu contrôles le nombre de semences par... Personne à la fois. Comment est-ce que tu contrôles le nombre de semences qui tombent dans chaque cellule? Ben, parce que c'est troué ici. La grosseur du trou fait en sorte que juste une semence, une graine est capable de venir prendre la place dans le trou. Ça arrive que des fois ça tombe deux. Mais c'est pas grave, parce que sur le lot, là, ça ne dérange pas. C'est plus facile de les enlever une fois qu'ils sont grands que prendre le temps de tout mettre ça bien. Fait qu'on a une plaque pour les 72, on a une plaque pour les 128. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes, mais ça se trouve, je suis sûr que ça existe ici. Des fois, il faut quand même payer pour. Là. Au Québec, si on veut en acheter un, c'est environ 500$. Fait que nous, on l'a fait nous-mêmes. C'est assez simple. Vous pouvez imaginer comment c'est. La raison pourquoi il y a ça ici, c'est d'une part pour que le surplus de semences puisse tomber. Puis là, après ça, on enlève le bouchon et on peut déverser le surplus de semences. Mais aussi pour arriver à la même hauteur que ça quand on flippe
mettons que ça, c'est le plateau multicellule, ben, la grosseur du rouleau fait en sorte qu'il est à cette hauteur-là. Donc, quand on vient le déposer, ben, il est comme à la même hauteur que le plateau. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça sert à ça. Ça va? Fait que ça, c'est un bon petit truc. Si vous ne faites pas les choses comme ça, ça vaut la peine. Une autre chose qu'on utilise qui est bien commode, c'est une table chauffante. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec, j'ai vu dans les questions qui m'avaient été posées, là, comment est-ce qu'on fait pour assurer une bonne germination pour nos semis? Bien, ça se fait il y a 3 éléments pour assurer une bonne levée des semis. Le premier élément, c'est que ça prend des bonnes semences. Et si vous partez avec des semences là, qui ont un taux de germination de 50%, ben, vous avez de la perte au niveau de la production. C'est là que ça compte, là, parce que là, tu fais tes plateaux multicellules, tu en as la moitié qui germe, ben, tu as utilisé la moitié de terreau en trop, tu arroses la moitié, ça prend la moitié de l'espace pour rien dans la serre. Fait que tu veux partir avec des bonnes semences. C'est une des raisons pourquoi nous autres, on veut les acheter à chaque année. La deuxième chose, c'est que tu as besoin d'un bon terreau. Un bon terreau, là, c'est extrêmement vital pour la levée et aussi pour assurer la bonne croissance. Encore là, un terreau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Il faut suivre une recette qui est adaptée au plateau qu'on utilise, au type de multicellules et ou de moteuse. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut assurer d'avoir une température du sol qui est au taux de germination optimal. Comme chaque légume a un taux de germination optimal, absolument dans les catalogues, chez nous, en tout cas, c'est écrit. Donc, par exemple, là, on est en train de faire germer des poireaux. Bien, les poireaux, c'est 18 degrés. Okay? Donc, si le sol est à 18 puis il est mouillé, tous tes poireaux vont lever assurément. Okay? Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une table comme ça, au milieu duquel il y a un fil chauffant. Chez nous, c'est pour chauffer les gouttières en hiver, là, pour pas que ça gèle. Donc ça devient très très chaud. Puis c'est attaché à un thermostat. Puis le thermostat, lui, est dans le terreau. Donc la sonde est dans le terreau. Donc là, si je règle la température à 18, la table va chauffer jusqu'à temps que le terreau soit à 18. Puis quand le terreau est à 18, la table arrête de chauffer. Donc ça nous permet d'assurer, même si ce n'est pas chauffé dans la serre, même s'il fait 5 degrés dans la serre, le sol est à 18, puis c'est ça qu'on a besoin pour avoir une bonne germination. Des cultures comme le poireau, une fois que c'est germé, même s'il fait 5 degrés dans la serre, ben, c'est correct, ça va pousser pareil, parce que c'est une culture qui aime le froid quand même. Donc voilà, ça c'est fabrication maison. C'est pas plus compliqué que d'avoir mis, c'est ça, le fil chaud-gouttière. Nous autres, on trouve ça dans une quincaillerie avec un isolant, du sable, puis on mouille le sable comme il faut pour qu'il soit conducteur. Ça coûte une cinquantaine de dollars fabriquer une table comme ça. Bon, peut-être un peu plus, là, mais c'est pas très cher. Donc, on en arrive à la dernière étape, qui est la période d'acclimatation. J'en parlais tout à l'heure. C'est pas l'étape la plus importante parce que dans la pépinière, chaque étape compte. Si jamais il y a un endroit là, où il faut porter attention aux détails, c'est dans la pépinière. Après ça, ce qu'on fait, nous, pour les acclimater, c'est qu'on les sort dehors sur des tables. Là, on se fait comme un abri de fortune. Donc, c'est avec du PVC, là, rapidement monté. Le jour, ils sont exposés au soleil, à la pluie, au vent. Puis le soir, on les abrille avec un polythène. Puis au besoin, on va venir mettre une chaudière portative là, pour chauffer au besoin. Puis on va essayer de les sortir toujours environ une semaine avant de les amener au champ. Comme ça, ils sont quand même endurcis. Ça fait toute la différence du monde. Il ne faut pas faire l'erreur de ne pas faire cette étape-là. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui arrive, c'est assurément un retard de croissance qui s'en vient quand les plants vont arriver au champ. Ça va? Oui? Moi, je me demandais un peu pour la gestion de l'irrigation. Quels sont les critères comment est-ce que vous gérez plus précisément l'irrigation pour savoir s'il n'y a pas trop, s'il y a... Quand on avance des semis? Oui, pour être que ça soit homogène. Regarde, comme je t'ai dit, il y a la configuration de comment tu places tes plants.
après ça, c'est toi qui vas le faire. Oui. Puis à force d'observer, tu viens qu'à savoir, comme par exemple, quand il fait soleil, tu vas arroser plus, quand il fait Oui, nuageux, vous n'avez pas des repères précis. c'est la sensibilité. Et au niveau du taux de germination, le taux de germination en général, Ben, il va être- Si tu suis les recommandations que je viens de te donner, là, que tu as un bon terreau qui est arrosé, qui est humide, tu as des bonnes semences, puis tu as une table chauffante, Ouais. tu vas assurément avoir une germination optimale. ouais. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Toujours 90 ou 100%. Ben, ça dépend de la semence. Souvent, sur la semence, c'est pas 100%. Ça va être 80, 85%. C'est écrit sur le paquet ou dans le catalogue. Fait que nous autres, on planifie toujours 30% plus. Fait que dans les tableaux que vous avez vus tout à l'heure, quand on disait les brocolis, on part pour une planche de 100 pieds, c'est 3 plateaux de 72. C'est inclus là-dedans le 30% de plus qu'on part. Parce que c'est pas juste au niveau de la germination, mais souvent quand on transplante les plants, il y en a qui vont mal s'acclimater, il y en a qui vont mourir, ou on veut pallier à un problème, on en fait toujours un peu plus. Mais pour l'arrosage, comme je te dis, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir un arrosage suspendu, là, automatisé, parce que ça dépend où, puis c'est pas tout uniforme, puis aussi tu veux pas uniformiser l'arrosage, des fois tu veux mettre plus d'eau à un endroit, moins à l'autre. Fait que ça devient vraiment une affaire de prendre le temps de le faire soi-même, puis d'observer le terreau. Maud Hélène, elle sait que le terreau, là, ça fait des années qu'elle fait ça, donc elle voit, elle sent que les plants ont besoin d'eau ou pas. C'est vraiment ça, mais quand tu passes du temps avec les plants, hein, tu viens qu'à communier avec eux. Fait que c'est low-tech, mais c'est ça. Il faut y mettre du... Oui? Quand vous transplantez des multicellules, par exemple comme les concombres, vous utilisez un autre terreau, un truc un peu plus riche? Oui, parce que quand on part, mettons, d'un 72, on s'en va dans un pot de 10 cm3, c'est toujours dans un nouveau terreau. Ah, un autre, oui, un nouveau, mais un peu plus riche que le premier. Ça dépend. Il y a certaines cultures, comme les tomates, oui, on va rajouter un peu de fumier de poulet, mais... Ouais, tu sais, ça, tu peux rajouter de la farine, ou à la limite, tu vas observer que tes plants, ils ont de la misère, tu sais, ils sont peut-être pas dans l'optimal, tu peux faire un arrosage avec des algues, etc. Mais nous, on préfère avoir un terreau qui est déjà riche, pour pas avoir à refaire ces choses-là. Les tomates, tu les fais quand même partir en multicellules et après tu les repiques dans des petits pots de 10 cm² ou quoi? Ouais. Ok. Puis des fois, on les repique dans des plus gros pots encore, dépendamment là, de où est-ce qu'on est rendu. Donc, ça va. Pour ça, c'est pas important. Même si vous les achetez d'un pépiniériste, il faut les acclimater. C'est un passage obligatoire. Ça, c'est une photo du chariot de récolte. C'est là-dedans qu'on transplante, on part avec les plants pour les amener au champ. Puis là, ça, c'est une modification que j'ai faite parce que j'avais brisé mon pied. Puis là, j'ai fait une erreur assez magistrale sur le dessin. Mon pied, il devrait être comme ça. Pas comme ça, parce que là, il est au milieu de la planche. Donc là, je ne peux plus m'en servir pour rouler sur les planches. Parce que l'empattement de ce chariot-là, c'est pour aller centre à centre avec des passe-pieds. Donc, je peux circuler sur la planche avec ça. Ça, c'est vraiment commode. Pour certaines récoltes, quand on avance, mettons, on récolte des radis puis on avance, on peut avancer avec le chariot. Donc, là, on est rendu à transplanter. Puis, sur notre ferme, transplanter, c'est rien de révolutionnaire. Encore là, c'est de base. Le système de transplantage, c'est d'avoir 2 ou 3 personnes. Il y en a une personne qui tire la motte, qui la dépose. Il y en a une autre personne qui a une baguette comme ça, avec une ligne qui dit l'espacement sur le rang. Puis elle va plus rapidement que la deuxième personne qui, lui, vient faire, mettons, les 2 rangs en se fiant à la première personne qui transplante. C'est comme ça. Il faut s'assurer que la terre d'accueil soit mouillée. Puis il faut s'assurer que les mottes soient très bien mouillées aussi, les deux. Parce que si jamais les mottes sont pas assez mouillées, ben là, les racines ils vont avoir la misère à faire une bonne reprise. Si la terre d'accueil n'est pas mouillée, puis la motte est mouillée,
mouillé, la terre d'accueil va venir tirer l'eau de la motte, puis là, la racine se retrouve encore là, pas assez humide pour assurer une bonne reprise. Fait que, ouais, rien de révolutionnaire, mais encore là, pas sûr à 100% que pour remplacer l'efficacité de ça, une transplanteuse tirée par un tracteur ferait l'affaire mieux. Compte tenu que nous, on continue à avoir plein d'espacements différents pour les différentes cultures, donc c'est pas standardisé, puis une transplanteuse, ça standardise les espacements, avec tous les problèmes que là, tu tombes dans un modèle où, au lieu d'avoir 3 rangs sur une planche, tu vas en avoir 2, puis tu perds de l'espace. Je pense pas que c'est une route qui nous intéresse d'investir dans des modèles de transplanteurs. Il existe un autre système, j'ai pas de photo de ça, là, mais c'est un tube qui est debout, tu le rentres dans le sol, puis là, il y a quelqu'un qui te donne la motte, puis là, tu déposes la motte, puis là, tu le tires comme ça, puis ça transplante. Il faut être 2, t'es pas accroupi, t'es pas à genoux, mais ça va 3 fois moins vite. Fait peut-être quand j'aurai 75 ans, je ferai ça, mais pour le moment, nous, il faut que ça roule. C'est le gros temps de la saison. C'est la seule partie de l'année où on est surchargé de travail. C'est quand il faut mettre tout ce qu'il y a dans la pépinière dans le champ. Ça, c'est le gros de notre saison. Ça se fait, le mois de mai, c'est notre plus gros mois. Et en même temps, à côté, c'est des planches d'âge. Oui, ça, c'est l'ail qui a été semé à l'automne, qui déjà au printemps là, ressemble à ça. Donc, on met de la paille. Je la mets à l'automne. Je la mets à l'automne, la paille. Et parlant de la paille, hein, vous avez peut-être vu dans les photos de jardin qu'il n'y en a pas souvent. Puis la raison, c'est la suivante. On a toujours un dilemme. C'est soit qu'on utilise la paille bio, ce qui serait recommandé, mais la paille bio, il y a 2 problèmes avec ça. C'est que ça coûte très cher chez nous. Comme une balle de paille, là, ça coûte 4 piastres. Fait que c'est 4 $. 4 piastres, c'est 4 $. Ce qui est quand même cher compte tenu que pour mulcher une planche de 30 mètres, ça va me prendre 3 ou 4 balles. Donc, j'en ai beaucoup des planches. L'autre raison, c'est surtout celle-là, c'est que c'est souvent plein de graines de mauvaises herbes. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, tu importes des mauvaises herbes dans ton jardin. Paquet de problèmes. Donc, l'alternative, ça serait d'avoir de la paille en conventionnel, donc il a mis des herbicides. Donc, lui, il n'y a pas de mauvaises herbes dans sa paille. Mais là, tu rajoutes des résidus qui ont peut-être encore de l'herbicide dessus. Donc, tu peux tuer tes plants comme ça, puis ça arrive à chaque année chez nous au Québec. Les gens qui mettent de la paille sur des fraises, par exemple, puis la fraise vient contaminée et est détruite par l'herbicide. Fait que nous autres, ce qu'on utilise, c'est du seigle d'automne, première coupe. Donc, le seigle d'automne, il pousse très tard à l'automne ou très très tôt au printemps. Puis avant tout le reste, fait que là, il développe rapidement ses tiges. Puis quand le fermier, même s'il est en conventionnel, il vient le récolter, il n'a pas mis d'herbicide, puis il n'y a pas eu de mauvaises herbes qui ont le temps de se développer. On utilise ça du seigle d'automne. Et c'est moins cher que la paille bio? C'est moins cher que de la paille bio. Mais c'est dur à trouver chez nous, de la paille bio. C'est comme, il y a 3 producteurs dans toute ma région. Fait que j'en utilise pas beaucoup de paille, j'en utilise juste pour l'ail. La raison pourquoi on met de la paille, c'est qu'on rajoute le compost à l'automne, puis on veut pas qu'il se lessive pendant l'hiver, puis on veut pas non plus que les plants développent trop leurs racines avant le gros gel. Fait que quand tu le mulches un peu, tu refroidis un peu le sol, puis c'est sûr qu'au printemps, ça l'aide avec les mauvaises herbes. Mais souvent, tout ce qu'on va faire, dépendamment si le printemps il est chaud ou humide, si c'est mouillé, puis c'est mouillé, puis c'est mouillé, on va enlever la paille pour permettre au sol de sécher. Si c'est chaud, on va le laisser, ça va aider la croissance. Fait qu'on s'ajuste. Ça va pour ça? Question sur ça? Ouais. Donc tu pailles seulement l'ail? Il n'y a pas les poireaux aussi? Non? Pour les raisons que je t'ai données. Aussi, là, gérer de la matière organique comme ça, c'est quelque chose. Après ça, tu fais quoi avec? Nous autres, elle se ramasse dans les allées parce que là, on ne peut pas utiliser l'autoculteur pour l'enfouir dans le jardin pour les raisons que je t'ai dit hier. Puis, c'est ça. Ça fait un gros résidu de culture de la paille là, si tu en mets 3-4 cm. Je
favorise plus les paillis plastiques qui sont plus rapides à installer, plus rapides à enlever que les paillis organiques. Donc ça c'est, je suis en train de faire des essais avec ce rouleau-là que je vous montrais hier. Puis là, il y a des dents qu'on peut installer comme ça pour faire des trous, pour prédisposer les espacements. Ça peut accélérer le processus que de toujours avoir à mesurer. Quand les trous sont préfaits, ça peut aider. Quand on transplante le plan dans la terre, il y a deux éléments qui sont vraiment importants, qu'on explique toujours aux stagiaires qui viennent nous aider à ce moment-là. Il faut s'assurer que, premièrement, comme je vous l'ai dit, la terre d'accueil soit vraiment mouillée. La motte et la terre d'accueil. Quand je dis mouillé, là, c'est mouillé, là. C'est comme de la boîte. Souvent, aussi, pour ces cultures-là, on va mettre notre fumier à l'intérieur des trous. Au lieu de tout fertiliser la planche, on va avoir mis le compost, mais on va mettre le fumier juste pour les trous qu'on fait. Fait qu'il y a une personne qui est passée, qui a fait les trous, puis là, après ça, il y a même une autre personne qui est venue déposer le fumier dans le sac trou, venir arroser trou par trou avec une hausse de jardin, parce que tu sais, on remplit le trou d'eau, là. Puis après ça, les personnes, ils viennent, puis là, ils viennent transplanter le plan. Il faut que le plan arrive... Comment? À ras, tout on dit flush. À ras avec le sol, parce que si la motte, elle dépasse du sol, elle va sécher. Si elle est enterrée, bien souvent, c'est pas bon pour le collet du plant. Donc, il faut qu'elle soit à ras. Ça, c'est de base, là, mais bon, je prends la peine de le préciser. L'autre chose, c'est que si j'avais une terre vraiment très argileuse, ça serait à ce moment-là que dans mes trous, je rajouterais une poignée de sable, par exemple, avec mon fumier de volaille. Ou si j'avais une terre qui était très sableuse, je rajouterais probablement de la mousse de tourbe dans le trou. Donc, ça serait une façon de favoriser la croissance du plant sans tout changer, sans tout amender la planche. Ça donnerait des résultats intéressants, je suis sûr de ça. Donc, transplanter, comme je vous dis, c'est une grosse partie de notre printemps. C'est souvent mouillé au printemps. Puis, donc, on est habillé en conséquence, mais sur la photo, il y a des genouillères. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui n'utilisent pas des genouillères pour travailler les genoux au sol, comme ça. Mais je vous le recommande fortement. Parce que moi, ça fait depuis que j'ai 22 ans que je fais ça. Puis, c'est quand j'ai commencé à avoir 30, là j'ai 35, ça paraît pas, mais j'ai quand même. J'ai commencé à avoir mal au dos à chaque printemps. Puis ça me posait un sérieux souci parce que là, je me disais, moi, je veux faire ce métier-là longtemps, mais j'ai mal au dos à chaque printemps. Puis finalement, le lien il est là. C'est quand j'ai les genoux dans le mouillé, dans le froid, ça me fait des mal de dos. Puis depuis que je mets des genouillères, j'ai plus ce problème. Fait que maintenant, pour moi, j'ai toujours mes genouillères, puis je les monte, je les descends ou je les monte au besoin, mais je les ai pratiquement à chaque jour avec moi. C'est un petit détail, mais je vous le dis, ça peut faire une grosse différence dans votre santé globale. Donc, sur la photo, ce que j'ai voulu illustrer, c'est que des fois, quand vient le temps de transplanter, c'est pas les conditions idéales. T'sais, on a un calendrier, nous autres, très serré, puis c'est dans cette semaine-là qu'on veut transplanter. Quand c'est mouillé, ça va, il n'y a pas de problème, on transplante. Mais quand il fait soleil, toute la semaine, là, c'est plus compliqué. Parce que les plants, eux, ils n'aiment pas vraiment ça, être transplantés au soleil. Parce que, bon, ils peuvent avoir un choc thermique. Fait que ça peut arriver qu'on triche un peu, puis qu'on veut le transplanter même quand c'est ensoleillé. Dans ce temps-là, on va tremper les plants dans une solution d'argile, comme ça. Fait que tous les plants vont être recouverts d'un petit film blanc, c'est naturel. Ça diminue beaucoup l'évapotranspiration du plant. Donc, il est moins susceptible de faner sous le soleil. À ce moment-là de l'année, notre système d'irrigation, il faut qu'il soit opérationnel, fonctionnel. Vous autres, vous n'avez pas cette contrainte-là, mais nous, il gèle. Hein? Fait que, il peut geler, comme je vous dis, jusqu'au mois de mai. Fait que là, c'est difficile d'installer le système d'irrigation avec les lignes remplies d'eau. Quand il fait -5, tout explose. Fait que, il faut l'installer un peu quand on pense qu'il ne gèlera plus. Et notre système à nous, il n'est pas très complexe. Il est comme ça. Hein. On a vu hier qu'il y avait une ligne d'eau qui faisait le tour de tous nos jardins.
Puis pour chaque bloc, j'ai 2 valves, comme ça, qui sortent de la terre. Pourquoi 2 valves? Parce que mes gicleurs sont comme ça. On les voit-tu? On les a vus hier, mieux. Les gicleurs, c'est une ligne de 30 mètres avec 4 micro-gicleurs qui, eux, aspergent 8 planches d'un bord, 8 planches de l'autre, donc 16 planches en tout. Et donc, vu que mes blocs, non, c'est ça, c'est 4 d'un bord, 4 de l'autre, excusez-moi. Donc, 8 planches, une ligne. Puis, vu que mes blocs ont toutes 16 planches, j'ai besoin de 2 lignes pour arroser un bloc au complet. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 valves. Puis, les valves sont reliées à la ligne par un tuyau flexible. Ça, ce que ça me permet de faire, c'est de mettre ma ligne là, là, là ou là, de la déplacer où je veux. Si je veux arroser moins que 8 planches de large, j'ai juste à diminuer la pression d'eau avec la valve, puis les débits vont diminuer, donc je vais pouvoir arroser moins. Fait que, bref, c'est des petits détails, là, mais juste pour expliquer qu'on n'a pas une ligne pour chaque jardin, on déplace nos lignes au besoin. Comme ça, j'ai besoin de moins de matériel. Ça demande combien de pression de base? 35 PSI, mais ça vous dit rien. Ah ouais. C'est des micro-gicleurs qui fonctionnent à faible débit. Puis ma pompe, elle a 1 horsepower, 1 HP, ça non plus, ça ne doit pas vous dire rien. Fait que, horsepower, c'est les chevaux. De toute façon, un système d'irrigation, quant à moi, c'est vraiment là que ça vaut la peine d'aller voir un vendeur d'équipement. Puis de lui dire, moi je vais acheter mes équipements chez vous, mais je veux que tu viennes sur le site et que tu me fasses un plan d'irrigation, puis que tu mesures les pentes, puis que tu comprennes que ma grosseur de pompe, puis tout ça. Les autres, c'est ça qu'on a fait. Puis ils offrent ce service-là gratuitement en échange que tu achètes le matériel chez eux. Ça vaut la peine de faire affaire avec des professionnels à ce moment-là. On a aussi d'autres lignes qui, eux, arrosent 4 planches de large, mais avec beaucoup d'eau. Donc là, j'ai à peu près une vingtaine de mini-gicleurs qui sont à peu près hauts comme ça. Puis eux, je m'en sers pour toutes mes semis en plein sol. On a vu hier les semis directs, pour m'assurer que la terre elle reste humide à tout moment de la journée. Donc moi, je ne peux pas vraiment me fier à la température. Des fois, il pleut, des fois, il ne pleut pas. Moi, ce que je veux quand je fais un semis, c'est que ça reste humide, puis je veux avoir un taux de germination optimal. Fait que là, j'installe mes lignes, puis au besoin, comme je vous disais hier, j'allume un interrupteur, puis j'arrose pour 10 minutes. Je ferme ça, plus tard dans la journée, je vais rallumer un autre 10 minutes, garder ça humide. Comme ça me permet de, quand il fait soleil, m'assurer que ça va rester mouillé. On regardera tantôt le fait que mes lignes arrosent 4 fait en sorte que quand je planifie où je vais faire mes semis en plein sol, j'essaie de m'arranger pour toujours semer 4 planches, une à côté de l'autre, parce que mes gicleurs arrosent 4. Donc là, la question m'était posée hier, combien de volume d'eau qu'on utilise, puis là, je vous disais 2000$ de temps de pelle. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est québécois pour expliquer que j'ai jamais mesuré le volume d'eau qu'on utilise. Puis moi, le volume d'eau, je le comprends juste au coût que ça m'a coûté pour faire venir une pelle mécanique et creuser le trou, qui était 2000$. Fait qu'on a creusé un trou de 2000$, puis on le vide plus ou moins à chaque année. Et ton puits, c'est environ 30 mètres par 10 mètres la grosseur du trou. Si ça doit 3-4 mètres de creux. Et il se remplit de quelle manière? Avec les drains que tu as installés dans... C'est la nappe phréatique. Ah ouais. Donc, il y avait c'était déjà un endroit marécageux. Donc, en creusant, la nappe, elle, a rempli le trou. Le désavantage de ça, c'est que la nappe, elle va diminuer en temps de sécheresse. C'est à ce moment-là que j'ai besoin d'arroser. J'ai toujours moins d'eau quand j'en ai besoin. J'avais besoin de faire un plus gros trou que nécessaire. Et les drains que tu as installés sont connectés à cette réserve d'eau? Là, il faudrait que je montre la photo de le premier plan de ferme. Ouais. À côté de la maison, il y a un jardin d'eau. Ça, c'était notre première étape. On avait exactement cette réflexion-là de dire tous nos drains agricoles, on va les faire déverser dans l'étang. Comme ça, on va récupérer de l'eau. Mais ça a été une erreur. Parce que dans les drains agricoles, mine de rien, avec le compost, avec la matière fertilisante, ça s'en va dans l'eau.
Puis là, tu amènes ça dans ton étang, fait que là, ça fait des algues. Puis nous, ben, on ne veut pas d'algues dans notre étang parce qu'on se baigne dedans. Fait qu'à un moment donné, il a fallu tout déterrer ça, puis réacheminer les drains pour que ça aille dans des fossés où est-ce qu'on a mis des roseaux qui viennent filtrer ça. J'ai autre chose à raconter à ce sujet-là. Si jamais vous faites un projet comme ça, la seule affaire qui est importante à ne pas oublier, c'est la quantité de terre que ça génère creuser un trou. Vous n'avez aucune idée. C'est monstrueux. Puis là, il faut planifier ce que tu fais avec la terre. Puis si vous planifiez de la faire sortir du site, ça va facilement doubler le coût du projet. Parce que faire charrier des camions à benne comme ça, c'est dispendieux. Donc, c'est l'idéal de pouvoir l'utiliser sur le site, soit pour remplir des baissières, soit pour faire des plateaux pour les serres ou les tunnels, etc. On va passer, Marc, le document aux gens. Oui. Vous les avez déjà? Il est passé. OK. Pour rappeler donc, que vous avez tous normalement reçu à l'entrée une série de documents. Et, il y a 3 grands formats, un 3 comme ça. Il y a un set A4. Oui, vous avez besoin des 4 feuilles. Là. C'est les 4 tableaux que vous avez dans le lien de jardin dans la identifier maintenant.